bonjour à tous, bonjour à toutes, ceux et celles qui sont ici, ceux et celles qui nous regardent depuis un écran, parce que visiblement les étoiles étaient contraires cette nuit, entre maladie, retard, embouteillage, autres grèves de train. On est un petit peu surpris ce matin, mais bon, bienvenue à tous ceux qui sont là et qui nous suivent. On va donc aujourd'hui procéder à la remise des prix 2023 de la section francophone belge francophone de l'IBI, IBI étant International Board on Books for Young People, une association internationale active en littérature de jeunesse depuis maintenant 70 ans. On appelle ces prix les prix 2023, même si nous sommes en 2024, car ils portent tout simplement sur les albums publiés l'an dernier. L'an dernier, justement, ici même, on avait remis au Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles, qui nous accueille et pour lequel on le remercie, nos 3 premiers prix, qui étaient donc étiquetés 2022. C'était le prix de l'album, le prix de l'album belge et le prix de l'album drôle. L'année a passé et ces 3 prix en ont fabriqué un 4e, celui de l'album traduit. Rappelons pour ceux qui ne le savent pas ou qui ont un peu oublié que la section belge francophone de l'IB a été créée en 1992 par Marie Waps pour la partie francophone, par Greet Papen pour la partie néerlandophone. Marie Waps qu'on attend, qui va arriver et qui est coincé dans les embouteillages. On avait fait ça, j'en étais aussi, c'est dire mon âge, pour adhérer au principe de l'IBI fondé en 1953 par l'Allemande Gela Leppmann, qui avait entre autres objectif celui de promouvoir la compréhension du monde et l'entente entre les peuples grâce aux livres pour enfants. Celui de donner aux enfants du monde entier la possibilité d'avoir accès à des livres de haut niveau littéraire et artistique. Et nous, dans notre petite section belge, on avait l'ambition de présenter au prix biennal Hans Christian Andersen de l'association IBI, qui était alors considéré comme le Nobel de littérature jeunesse, l'artiste belge Monique Martin, qu'on connaît mieux sous son pseudo de Gabriel Vincent, avec lequel elle a créé la merveilleuse série Ernest et Célestine. Malheureusement, Monique est décédée trop tôt en 2000, à tout juste 72 ans. Toutefois, l'an dernier, 30 ans après nos débuts de section belge, et pour nous section belge francophone, la fondation Monique Martin, Gabriel Vincent nous a fait l'immense bonheur et plaisir de doter nos prix. Et cette année encore, en témoigne cette petite pile à mes côtés. Une joie pour laquelle nous la remercions infiniment. En ce qui concerne les 40 titres finalistes 2023 des prix IBI Belgique francophone, 10 par catégorie, un premier tour de table s'est déroulé à la fin de l'année dernière grâce au concours bienveillant et éclairé des librairies à Namur, la Grande Ourse à Liège, ainsi qu'avec l'aide du Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles, ici même. Merci à tous. Le second tour a été porté par l'IBI. Donc dans les 40 titres finalistes, vous serez peut-être étonnés de découvrir qu'il y en a 8 qui viennent des éditions La Partie, qui confirment donc leur qualité éditoriale. La Partie qui avait remporté l'an dernier 2 des 3 prix. Mais on a aussi dans les 44 titres des éditions Pastel, imprint belge donc de l'École des loisirs, 2 des différentes maisons d'édition, Le Seuil, les Fourmis Rouges et tout ça, et la présence de plusieurs petits éditeurs. Voilà pour le début. Maintenant, en ce qui concerne le prix de l'album, pour rappel, les 10 finalistes classés par ordre alphabétique de l'illustrateur ou l'illustratrice, Des papillons dans la nuit d'Olivier K. et Christophe Aline aux grandes personnes, un pop-up nocturne, Moitié-moitié d'Henri Meunier et Nathalie Chou au Rouergue. La question, est-ce une sirène ou est-ce une reine-ci dont on va parler?
Cheval de Ronald Kurchot, Oro Ergossi, une promenade équestre. Merci du duo Isinori à la partie qui revoit l'imagier en faisant un sujet d'aventure. Quelque part sous les étoiles de Ramona Badescu et Amélie Jakowski, la partie qu'en est un petit ver, oui, un petit vermisseau. Trèfle de Nadine Robert et Kin Leng chez Saltimbanque. Comment faire un choix et quelles en sont les conséquences? La chambre de Warren de Jérémy Moreau chez Albin Michel Jeunesse, une arche de Noé moderne. Le goût de la pluie de Laurent Moreau chez Hélium, ou comment se dire, chouette, il pleut. Chez Bergamote de Junko Nakamura chez Memo, un après-midi de rêve chez la dite Bergamote. Et le 10e est Au loin les lumières d'Elis Wilk. Comment retourner, comment aller à la campagne quand on est citadine et une petite fille de 8 ans? Alors normalement, ce n'est pas moi qui devais révéler la lauréate, mais donc je vais le faire. Et donc la lauréate est Elis Wilk pour Au loin les lumières, qui est publié chez Versant Sud, une maison d'édition belge. Si on le résume très rapidement, c'est l'imagination de l'enfance mêlée aux événements réels pour un projet autobiographique. Quand une petite fille de 8 ans quitte la banlieue parisienne pour emménager dans un petit village, accompagnée de ses sœurs et de ses parents. Désormais, la nature l'entoure à perte de vue et les lumières du village lui paraissent loin. Elis Wilk, elle habite loin en France, mais Fanny Deschamps, son éditrice, est ici présente. Je vous propose de regarder d'abord la vidéo qu'Elis nous a envoyée et ensuite on posera quelques questions à Fanny. Alors tout d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont sélectionné Au loin les lumières pour le prix IBI. Je suis ravie de ce prix. En plus, c'est un prix belge lié à Bruxelles, qui est vraiment un endroit que je porte encore dans mon cœur, où je me suis en partie formée. Donc voilà, ça me fait très plaisir. Au loin les lumières, c'est un livre très personnel que j'ai fait l'année dernière, quand mon fils avait 8 ans. C'est en lien aussi avec cette période, cet âge, qui m'est revenu de manière très forte. J'ai quitté donc moi Paris quand j'avais 8 ans pour m'installer au bord de la rivière, dans la nature la plus totale, à 3 km d'un village de 300 habitants. Et c'est vrai que voilà, j'avais envie de raconter un peu cette expérience totale. Ça devait être un livre sur la gémellité au début, puisque j'ai une vraie jumelle, ma sœur Joanne. Et ça a quand même contribué beaucoup à parfois plein de questionnements, des difficultés, de recherche identitaire. Et finalement, j'ai choisi d'intégrer ça, que c'est devenu un chapitre du livre, mais pas la totalité du livre. Voilà, j'ai trouvé ça plus juste pour moi de remettre ce chapitre à sa place, cette partie-là à sa place, et de parler plus d'un rapport à la nature, dans le premier chapitre, entre autres, comme un personnage. Cette nature tellement forte, tellement belle, tellement dure aussi à des endroits. Et en même temps, petit à petit, j'ai resserré jusqu'au chapitre final un être mystérieux qui parle de ce rapport à sa propre identité. Il me semble qu'en tant qu'enfant, c'est une dimension importante. Et il me semble aussi que c'est pas forcément quelque chose qu'on aborde beaucoup. J'ai eu envie de l'aborder, j'ai eu envie d'aborder plein de choses différentes. Et c'est pour ça qu'il y a des chapitres dans ce livre. C'est pour pouvoir aborder des thématiques différentes. Le rapport à la famille, le rapport au jeu, à l'imaginaire total qu'il peut y avoir, d'autant plus quand on habite dans une nature tellement vaste. Et tout ça à travers une technique de collage photo. Donc, c'est mon album photo familial que j'ai utilisé, mais j'ai aussi utilisé de la peinture, des gravures. J'ai entremêlé tout ça à travers des couches, un travail numérique. Ça me permet sans doute d'ouvrir à un imaginaire, d'ouvrir à des sensations, d'ouvrir à aussi une forme un peu cinématographique, un peu en mouvement, pas figé.
Ça, c'est très important pour moi. Et puis, proposer une expérience sensorielle, une expérience poétique. J'ai aussi abordé certaines thématiques d'une manière philosophique. Il me semble que c'est très important et que c'est pas souvent assez valorisé dans l'éducation des enfants, dans l'être ensemble, l'être au monde. Voilà, donc c'est un peu ce que j'avais envie d'apporter avec ce livre. Et j'ai eu des retours assez touchants des lecteurs qui me disaient que ça les avait fait se reconnecter d'une manière... que ça les avait beaucoup touchés parce que ça les avait reconnectés à leur propre enfance. Voilà, donc je suis très contente de ça. Donc merci encore pour ce beau prix, je suis ravie. Merci pour Élise. Voilà. Je lui remettrai tout ça. Super. Avec un tirage de Monique. Très beau. Et donc, quelle est l'histoire de cet album? Comment est-il arrivé? Comment est-il né? Comment s'est-il construit? Eh bien, comme Élise expliquait, au départ, elle avait envie de travailler sur la gémilité. Donc ça, c'est les premières choses dont elle m'avait parlé. Donc qui est finalement un chapitre du livre, voilà, où elle parle de sa relation avec sa sœur. Et puis c'est vrai que je pense qu'en tirant ce fil-là, puisque c'est très lié à son enfance, à quelque chose de très, très personnel, hein, comme elle l'expliquait très bien. En tirant ce fil-là, il y a plein d'autres éléments qui sont venus et finalement, elle nous a proposé d'aller vers un projet un peu plus ample, avec un côté presque littéraire, avec ce découpage en chapitres. Et voilà, c'était super de le voir se construire au fur et à mesure depuis le début. Donc au départ, vraiment les idées qui sont lancées comme ça, et puis petit à petit le livre qui se construit. Il a la particularité aussi de présenter des haïkus. Oui. Au début de chaque petite séquence, je ne sais pas si on peut dire des chapitres, mais en tout cas, chaque petit sujet est introduit par un... Et comment c'est... Pour finir, c'est un livre assez littéraire, oui. Sûrement super difficile à vendre. Mais comment est-ce que, en tant qu'éditrice, comment est-ce qu'on se lance là-dedans? On s'est laissé embarquer parce que Élise, c'est quelqu'un d'assez convaincant hein, quand elle a une idée en tête et la façon dont elle parlait. Puis je voyais avec ses premières pages, ses premiers jets du texte, il y avait vraiment déjà quelque chose. Et puis voilà, on aime beaucoup son écriture aussi. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de vraiment intéressant là-dedans. Donc voilà, c'était clair que ce ne serait pas le projet le plus simple, effectivement, à placer en librairie, mais voilà, quand même, on avait envie de se lancer. Et ce qui frappe dans le livre, c'est non seulement la qualité littéraire, mais aussi la qualité des images qui sont aussi surprenantes. Oui. On avait l'idée tout de suite de retravailler à l'ordinateur. Oui, c'est chouette parce que ça mélange vraiment donc, les photos, du travail manuel et le travail numérique. Il y a vraiment ces trois domaines-là. Et elle avait déjà travaillé comme ça sur son album L'Appel de la Lune, qui était sorti chez nous aussi il y a quelques années. Et voilà, on a envie de retravailler cette même technique-là. Mais il me semble que c'était encore plus travaillé cette fois-ci. Et cette fois-ci encore plus. Et ça a d'autant plus de sens que, comme il s'agit de travailler à partir de souvenirs, même si voilà, elle les fait évoluer vers autre chose, ça a du sens de travailler avec ces archives en fait. Il y a vraiment ce côté archive. On avait publié sur notre site une interview d'elle où il y a on voit des photos de familles dont certaines ont servi pour le bouquin. Et c'était vraiment la matière première, mais qu'elle a effectivement complètement retravaillé. Parce que l'idée, c'était pas de faire quelque chose au premier degré, on va dire, d'un carnet de souvenirs, mais d'aller vers quelque chose d'un peu plus évanescent, plus poétique, comme elle le disait. Donc vraiment tout le travail du texte, c'est ce qui fait qu'on part de quelque chose de très individuel et de très particulier, et on va vers quelque chose qui, comme elle le disait, peut toucher beaucoup de gens. Voilà, et qui parle finalement d'une expérience d'enfance et de sensations, en fait, de ce qui peut rester des souvenirs d'enfance qui sont parfois un peu impalpables comme ça, mais qui en même temps sont très forts. Oui, parce qu'il y a en même temps du réalisme et puis beaucoup d'imaginaire aussi dans son texte, comme dans ses images, et je pense que beaucoup d'enfants peuvent s'y trouver. Elle parlait de réaction d'enfants, mais est-ce qu'il y en a eu ici en Belgique aussi? Ça, moi, je ne suis pas... Je sais pas.
Je ne sais pas. Je suis pas au courant. Ok, très bien, merci. Des Est-ce qu'il y a réactions une question pour Fanny dans le public ou peut-être en ligne? Alors j'ai des félicitations. Bien. Nicolas Baudouin qui dit super, bravo Elise. Et on a aussi Victor Chadou, si je prononce bien. Désolé Victor si j'écorche votre nom, qui dit félicitations avec plein de grands points d'exclamation. Bien. Merci de la part. Bien, merci beaucoup. Donc voilà, pour éviter les déplacements, je t'offre ce qui revient à Oui, je Élise l'enverrai. de la part de la Fondation Monique Martin, Gabriel Vincent. Et puis à la fin, je te donnerai aussi quelques petits autocollants pour mettre, pour Super. signaler le prix. Absolument, merci beaucoup. Et donc, on a présenté le prix de l'album et maintenant on passe au prix de l'album traduit, qui est donc notre petit nouveau de cette année-ci. Je propose de passer comme précédemment les 10 finalistes en revue, toujours avec le même classement, classé par ordre alphabétique du nom de l'illustrateur-autrice. Et donc il y a d'abord le plus beau match de Madani de Fran Pintadera et Raquel Catalina. Mon espagnol est nul, donc je prononce mal. Traduit de l'espagnol par Chloé Marquer aux éditions des Éléphants. Football et amour filial. Au bout du monde d'Anna Desnitskaya, mon russe est mauvais. Traduit du russe par Margot Rochefort à la partie qui sont des messages en morse que s'échangent deux enfants, chacun à un bout du monde. La fille de la forêt de Judith Druss, traduit de l'allemand par Barbara Fontaine à la Martinière Jeunesse, qui sont des aventures dans la forêt de deux petites filles. Ceci n'est pas l'histoire d'un chaton de Randall de Sèvres et Carson Ellis qui viennent d'Amérique, comme le nom ne le dit pas nécessairement, traduit de l'anglais par Aimé Lombard chez Helium. Comment un petit chat permet à des voisins de se rencontrer. Kafka et la poupée de Larissa Teul, je ne sais pas comment on prononce son nom, et Rebecca Green. Mon anglais n'est pas top non plus. Traduit de l'anglais par Ilona Meyer et Caroline Drault, les éditrices des éditions des Éléphants. Inspiré d'une histoire vraie. Le son du silence de Katrina Golsaito et Julia Kuo, traduit de l'anglais par Chun Liang Ye chez Hong Fei. Une recherche particulièrement originale à Tokyo. Sous une même lune de Jimmy Liao, traduit du chinois par le même Chun Liang Ye chez Hong Fei, où un gamin attend son papa, mais c'est beaucoup plus que ça. Le vide d'Anna Llenas, encore de l'espagnol, traduit de l'espagnol par Nuria Sorina Eudaldo et Clément Fesquet chez Glénat. Comment arriver à s'accepter? Une maman si pressée de Sarah Lundberg, traduit du suédois par Jean-Baptiste Courceau, au seuil jeunesse. Des étourderies entre mère et fils, et puis une finale assez originale. Et La maison au bord du canal de Thomas Harding et Britta Teckentrup, traduit de l'allemand par Clément Benet, à la partie qui est l'histoire tout simplement de la maison d'Anne Frank. Et le prix de l'album traduit va au premier de la liste, celui qui est tout en bas, va au plus beau match de Madani, de Fran Pintadera et Raquel Catalina. Ce qui est amusant, c'est que la lauréate du prix de l'album figurait en dernière place de la liste, alors que, ce qui était normal vu son nom commençant par un W. Et ici, pour l'album traduit, c'était justement la première position. Ce livre a figuré notamment dans l'estimée sélection de la Bibliothèque de New York en 2021. Sa version originale est sortie cette année-là aux éditions Écarré de Barcelone.
une petite maison indépendante qui fait vraiment du bon travail, dont on n'a pas énormément de livres, mais on avait eu normalement publié chez eux le magnifique album d'Antonio Scarmetta, illustré par Alfonso Ruano, La Rédaction, qui était sorti chez Syros en 2007 et qui montrait une dictature à travers des yeux d'enfant. Ici, chez Madani, dans ce quartier, on n'a jamais vu de footballeur comme Madani. Avec lui, chaque match, chaque dribble, chaque but marqué est commenté pendant des jours. Et pourtant, Madani joue pieds nus. Cet album touchant nous présente le foot sous son plus beau jour, un sport populaire qui fédère les générations, crée du lien et permet de se réaliser. Un album qui montre aussi que la détermination, la tendresse et la générosité sont les vrais gagnants. Le plus beau match de Madani, c'est pour sa maman qu'il le jouera. Fran Pintadera nous a fait parvenir via ses éditrices françaises une vidéo où il explique pourquoi et comment il a écrit ce livre. La vidéo est évidemment en espagnol et il y a des sous-titres, mais comme ceux-ci sont générés automatiquement, la traduction n'est pas parfaite, mais bon, on comprend bien son intention. Muy buenas, soy Fran Pintadera, escritor de La mejor jugada de Madani, y os quería agradecer el bonito premio que ha recibido. Me pone feliz, y no es por una cuestión de pensar que mi obra es mejor que otras. Nunca creo que un premio sirva para eso, pero sí que es cierto que me pone feliz porque es una obra que casi todas las obras tienen algo autobiográfico, pero en esta en particular lo tiene muy presente. Yo durante un tiempo trabajé en pisos con menores extranjeros que no tenían familia en España, y cuando llegaban a España pues éramos su familia de alguna manera. Con ellos yo jugaba mucho a fútbol, entre otras cosas, y era curioso porque cuando marcaban gol siempre se me quedaba la sensación de que lo podían celebrar con los que allí estábamos, pero siempre faltaba alguien con quien celebrar el gol, alguien más cercano, alguien de su familia real. Y la historia de Madani pues surge un poquito de allí. En ese centro en el que yo estuve había muchos Madanis, había Asís, Daudabs, Abdehadis y otros muchos con los que compartí muchísimo tiempo. Y aunque es distinto el enfoque que le he dado en el cuento, sí que creo que hay algo de esas vivencias de esos chicos menores que atraviesan el mar y llegan a un nuevo país pues buscándose la vida. Además, hay otra cosa importante, y es que a veces el fútbol lo ponemos en un lugar como alejado de la cultura, y es cierto que si hablamos de contratos, de números, de cifras y de cosas que se nos escapan a la mayoría de los mortales, pues el fútbol poco tiene que ver con la vida. Pero si podemos mirar más allá y pasar esa primera capa, podemos encontrar que hay historias humanas y muy vivas en cualquiera de los deportes, historias que nos permiten estar cerca del otro, y que se haya podido ver esto en una historia futbolera, esta humanidad que reside en Madani y en la relación que tiene con su madre, pues es especialmente bonito. Agradecido, mil gracias de verdad, y por muchos libros más. Chao. Alors, Caroline Drouot et Ilona Meyer, les éditrices de cet album aux éditions des éléphants, n'ont pas pu venir à Bruxelles ce matin, mais elles sont à Paris derrière leur écran et vont nous répondre de là. Merci, la technique. Bonjour Caroline et Ilona. Bonjour. Bonjour. La première question, c'était découvert cet album dans les dizaines de milliers qui sont proposés chaque année en langue étrangère? Alors, on l'a découvert à l'occasion du Salon du Livre de Bologne, qui est une foire de vente de droits de titres étrangers à la traduction, et sur le stand des Carrés. Et ça a été tout de suite un coup de cœur. On a su tout de suite qu'on avait envie de le publier en français. Après, il a fallu un peu de temps pour justement pour que ce soit nous qui soyons choisis, et puis pour que le livre se fasse. Tu veux rajouter quelque chose, Karen? Déjà, un très grand merci, parce que c'est un grand honneur pour notre petit Madani d'avoir été dans cette sélection et lauréat de ce prix. On est vraiment ravis. Et effectivement, dans cette foire du livre 2021, je crois que c'est en 2021 qu'on a découvert cet album. Ça a été, c'est quand on quitte la foire de Bologne, en général, il y a toujours un titre dont on sait immédiatement qu'il sera
qu'il sera pour notre catalogue. Et quand on est rentré de Bologne, on s'est dit, ce sera celui-là. Cette année, ce sera Madani. Voilà. Alors, au-delà, Lucie, de ce que vous disiez tout à l'heure sur le côté, on s'éloigne un peu du côté clinquant du football pour aller vers vraiment la vraie nature de ce que c'est que ce sport qui peut générer, fédérer la joie et le lien entre les gens. Nous, ce qui nous a immédiatement plu, c'est cette très belle histoire d'amour entre Madani et sa maman. Cette belle preuve en fait d'amour qu'il lui fait dans cette histoire et qui en fait finalement il y a quand même un petit suspense dans le livre jusqu'à ce que l'on découvre pourquoi il a tant économisé pour jouer son dernier match. Est-ce que vous avez eu des réactions d'enfants à la lecture de cet album? Alors, on n'a pas eu l'occasion à part nos propres enfants qui ont été enthousiasmés, même si les miens ne sont pas tellement joueurs de football, on n'a pas été tellement en contact pour des enfants, mais on imagine bien que que c'est une belle lecture. Comment est-ce que ce livre s'inscrit dans la ligne éditoriale de votre maison? Est-ce que vous pouvez en dire 2 mots? Moi, je dirais qu'en fait, cette histoire, l'émotion que génère cette relation de Madani et de sa maman, c'est un petit peu l'émotion qui traverse la plupart de nos albums. On est sensible aux éditions des éléphants, à ces livres qui nous touchent, qui nous bouleversent quelquefois, qui nous font grandir et qui nous montrent l'importance du lien avant toute chose. Et là, effectivement, c'est vraiment l'importance du lien avant le bien matériel. Et c'est un petit peu ce qui, je pense, traverse tous les albums, enfin la plupart des albums de notre catalogue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question aux éditions des éléphants dans la salle ou J'ai vu en une ligne? question sur le chat. Pour l'instant, pas, hein? Pour le instant. Si, Nicolas Baudouin. Y a-t-il eu des adaptations du livre original hors de la traduction, par exemple le format? Alors, on a justement là sous les yeux, vous avez la version originale qui est ici, la version traduite qui est là. Alors, la principale différence, vous voyez, se situe sur le dos. Hein, donc, c'est une histoire de choix de couleur du dos. Donc, c'est un changement très subtil. Voilà. Et non, il y a eu aussi un changement qui est plus notable, mais il faut vraiment avoir les deux sous la main pour s'en rendre compte, c'est le choix du papier, qui n'est pas le même d'une édition à l'autre. Voilà. On avait un papier glacé dans l'édition originale et chez nous, c'est un papier non couché, un papier offset que l'on retrouve dans beaucoup d'albums chez nous. Voilà, mais sinon, on est au niveau de la mise en page, de ce que raconte l'album, on est vraiment à l'identique, et dans le format et dans l'ensemble du parti pris graphique. On a même la même typo. Hein, même typo. Alors, j'ai Merci à vous. Ceci à vous remettre, je ne sais pas. Sur l'ordinateur. Approche un peu de l'écran qu'on Oh, voit. c'est Qui est donc magnifique! le tirage encore plus près de... Oui. Mais on reconnaît le travail de Gabriel Vincent. On verra techniquement comment faire pour vous les faire parvenir, ainsi que quelques livres pour les... C'est trop joli. Lauréats. Mille fois merci, on est vraiment très touchés et très flattés. Merci. Merci. Et au revoir. Oui, parce que je pense que Ilona et Caroline, elles ont un rendez-vous. Au revoir. Au revoir. Petite dernière réaction dans le chat. Angela Verdejo qui dit bravo au plus beau match de Madani et merci pour ce nouveau prix indispensable pour entrer dans la traduction et dans la littérature étrangère. Merci Angela. Alors, nous y voilà au prix de l'album belge. Donc, les 10 finalistes, À hauteur d'enfant de Lisette Lombé et Dizier Marté, c'est comme ça qu'on dit? C'est Cote édition. Des questions en poésie et en images.
Le jour où j'ai rencontré Giulietta de Martina Aranda à l'école des loisirs Passel, avoir un chien, pas toujours si facile. Kiliok d'Anne Brouillard, l'école des loisirs Pastel, où Kiliok se demande s'il va aménager une terrasse devant sa maison ou pas. Nuit de chance de Sarah Chevaux à la partie Une nuit en forêt. Collection de Victoire de Changy et Fanny Dreyer à la partie Cette collection plus une. Buffalo Kids de Rascal et Louis Jose à l'école des loisirs Pastel, une histoire vraie du Far West. L'ogre du couloir de Céline Sorin et Pascal Lemaître chez Mine Édition, Aller faire pipi la nuit. Presque une histoire de loup de Marine Schneider, l'école des loisirs Pastel, La petite fille et le loup. Nia Nia et le grand bébé d'Émilie Seron à la partie La revanche de la plus petite. Le silence de rouge de Mathieu Pierlot et Julia Vétry de chez Versant Sud, Violence et résilience. Entre ces genres très différents, le choix du jury s'est porté sur Nuit de chance de Sarah Chevaux, publié donc à la partie. Alors Sarah est parmi nous et elle va d'abord nous lire son album de manière à ce qu'on se replonge bien dans l'atmosphère. Nuit de chance. Un soir, à la nuit tombée, je suis entrée dans la forêt. Tu peux le regarder parce que... Et j'ai vu un écureuil se faufiler. Et j'ai vu un lièvre qui filait. Et j'ai vu un renard qui chassait. Et j'ai vu un blaireau qui passait. Et j'ai vu un chevreuil qui bondissait et des cervidés. Et j'ai vu il s'est arrêté. Il me regardait. Il s'est avancé. De plus en plus près. J'ai vu son œil qui me regardait. J'ai vu sa truffe mouillée. Et j'ai vu sa dent en forme de crochet. J'ai vu la peau de son ventre gonfler et dégonfler. Il respirait. Je l'ai caressé et je lui ai dit mon vœu secret.
Il l'a exaucé. Un petit bâton, écorcé et brûlé à l'étouffer, donne un petit morceau de charbon. Un petit morceau de charbon est un très bon outil pour dessiner. C'est donc ce que j'ai fait pour vous raconter ce rêve en forêt. Quelques-uns de mes outils pour dessiner ce livre. Quelques autres. Nuances de bois brûlé. Quelques autres. Et mes notes pour le souvenir. Et voilà. Merci Sarah pour cette lecture. Merci à vous. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment est née l'idée du livre et puis comment s'est fait le livre plus concrètement? Bien sûr. En fait, il est né quand j'ai découvert la recette du fusain. Donc, j'ai alors découvert aussi que du coup, le fusain est une essence de bois, ce que peu de gens savent, même dans le monde de l'art. Et donc, je me suis dit que j'avais aussi envie d'en fabriquer moi-même et sûrement, vu que je le fais beaucoup, de partager cette connaissance avec des enfants. Et mon idée, à la base, était donc d'aller me promener et reconnaître déjà cette essence de bois parmi les autres dans la forêt et d'en couper des petits morceaux, de revenir à l'atelier, de brûler et puis de dessiner avec et de retourner en gros dans la forêt par le dessin pour raconter mon histoire dans la forêt avec cet outil qui en provenait. Aussi, j'ai grandi avec une maman qui nous disait beaucoup de livres d'albums jeunesse et c'est vrai que la forêt dans les albums jeunesse c'est un lieu qui est très très visité, où il y a beaucoup d'histoires et c'est vrai que proposer la mienne me tenait beaucoup à cœur. Et donc après, avec ce petit déroulé d'aller chercher cet outil, cette essence et de la reconnaître parmi les autres, et puis de redessiner une histoire dans la forêt avec celui-ci, je suis partie en résidence où j'ai du coup fait plein de recherches avec cette technique et puis en même temps travailler sur l'histoire et en même temps partager toute cette technique avec des enfants. Et donc dans ces 3 domaines, j'ai fait plein de petites découvertes. Donc dans le domaine de la connaissance de l'outil, j'ai découvert donc qu'on pouvait brûler des fusains, mais aussi toutes les autres essences de bois, parce que du coup j'ai découvert que quand on en achetait, c'était pas forcément du fusain, ça pouvait être du saule. Donc j'ai commencé à brûler du saule, à brûler un petit peu les autres arbres qui étaient dans ma cour, et puis à portée de main. Et j'ai découvert qu'on avait des nuances. Et puis j'ai fait plein de dessins aussi. Ça faisait longtemps que moi j'avais pas dessiné au fusain. Mes autres livres sont souvent en papier découpé ou au feutre. Donc j'ai aussi arpenté le graphisme particulier avec cet outil qui est assez joyeux, je trouve, bien que très noir. Et du coup, après, en partageant déjà ce graphisme aussi avec des enfants, moi j'ai pris beaucoup de plaisir pour dessiner moi-même et aussi à voir qu'en fait les enfants partageaient complètement ce jeu avec moi. Enfin, il y a plein de choses très, très drôles, très immédiates à faire. Et aussi, ils ont peu l'occasion de le faire. Donc voilà, et puis après, pour l'histoire, je suis partie de mon envie de base. Et ensuite, je dirais que pour la narration, il y a plein de choses qui m'ont été données par l'outil. Parce que c'était pas complètement une évidence au début que ça devait être la nuit. Mais c'est vrai qu'en faisant plein de recherches graphiques, la nuit apparaissait en fait avec les noirs du fusain. Ou la course aussi, parce que le fait que ça bouge, il y a une sorte de petit
de rapidité, de mouvement qui s'inscrit vraiment dans les images. Et puis, etc. Plein de choses comme ça sont déployées. Et puis aussi, du coup, mes petites idées en plus. Et puis aussi, bien sûr, la volonté, toujours depuis le début quand même. Mais ça, par contre, je ne savais pas encore la forme, de mettre du coup la recette dans le livre. Et c'est venu assez tôt, par contre, de la mettre de manière assez poétique, qu'elle puisse vraiment se lier à l'histoire. Et puis de mettre mes recherches graphiques aussi. Le nuancier, il est vraiment apparu du coup au tout début de mes recherches. Et il est exactement comme je l'avais fait. Mais est-ce que ce nuancier, on ne l'avait pas vu lors du Picture Festival? Oui, exactement. Oui, il était déjà là, non? Oui, parce qu'en fait, il est là depuis le tout début. Et par contre, j'avais pas encore toute l'histoire. J'étais encore dans mes recherches de dessin. Mais oui, il y avait pas l'entièreté des 2 pages, mais il y avait quasi une page entière déjà. Et les dessins originaux, ils ont quel format environ? Ils sont exactement du format du livre. Ah oui, Ouais. C'est un plus petit format A3. Ouais. Et non, ce qui était intéressant dans l'album et qui a plu au jury, c'est cette lenteur de l'enfant qui va dans la forêt avec le rythme des animaux qui, souvent la nuit, ils courent, et puis cette montée de la partie sombre de la nuit qui avance, et puis ce sanglier. Le sanglier, c'est quand même un animal terrifiant au départ, qui après est retourné par cette... Et est-ce que des enfants avaient participé à élaborer l'histoire ou pas? Oui et non, je pense qu'ils m'ont influencé dans leur dans leur récit, parce que du coup, quand on faisait les recherches aussi, j'ai fait beaucoup d'images de forêt forcément avec eux, donc oui, c'est quand même inspiré déjà aussi d'un peu une exagération d'un enfant qui dit qu'il a vu un lièvre, mais aussi un renard, mais aussi, il a aussi vu un chevreuil, et il a aussi vu tout ce qui était possible. Et il y a aussi un petit pied de nez, comme... moi, j'aime énormément le graphisme de toute la végétation, en fait, des bois. Et de pas nommer ça, mais qu'il soit visible et un petit peu sublimé, enfin... C'était un peu dire aussi, oui, c'est vrai qu'on voit plein d'animaux, mais en fait, on voit aussi plein de choses qu'on nomme pas, mais qui sont toujours là. Et qui sont aussi très poétiques et très beaux, et de faire tomber la nuit sur ces feuillages et ces écorces, ça me tenait assez à cœur. Et puis ensuite, beaucoup d'enfants et d'adultes l'ont remarqué lors de la lecture. C'était une idée qui m'était apparue depuis le début, d'avoir ce parallèle entre les images très proches du coup des végétations, avec la peau du sanglier qui vient un petit peu se mettre se relier tout d'un coup. Hirsute. Oui. Et très proche dans le toucher. Mais à propos de toucher, justement, travailler au fusain, est-ce que c'est autre chose que de travailler de découper donc avec des ciseaux, ou je sais pas, ou si c'est papier déchiré, ou si ils sont découpés, ou travailler au feutre? Quelle est la pression lors de la création des images? Oui, moi je trouve que c'est beaucoup plus sensuel, on va dire, parce que, en fait, toutes nos sensations corporelles, elles sont tout de suite mises en jeu, parce que, déjà, on touche l'entièreté de l'outil sur les mains, ça s'étale un petit peu partout, et c'est ce qui peut a priori faire peur, et en même temps, c'est tellement facile à laver c'est beaucoup plus facile à laver que de la peinture, en fait, ce qu'on a un petit peu plus l'habitude de faire. Et aussi, ça réagit très fort à la pression, par exemple, sur l'outil qu'on fait. Si on appuie très fort avec du fusain, on va avoir quelque chose de très noir, mais si on fait quelque chose de très... si on met peu de pression, en fait, ça va faire quelque chose de léger. Donc, en fait, c'est un outil qui suit beaucoup notre corps. Et puis, qui va, du coup, reprendre toutes nos empreintes, qui s'étale un petit peu partout. Et qui est aussi très rapide. Moi, je le trouve très, très proche du corps, en fait. Ouais. Mais en même temps, c'est une technique qui n'autorise pas le repentir, non? Oui, c'est vrai que un petit peu, on peut un petit peu gommer. Ou moi, j'ai travaillé sur des couches de calque. C'est là où c'est pour ça qu'il y a certaines images qui paraissent grises ou floues. Parce que du coup, pour faire toutes ces recherches, j'avais trouvé cette technique que je partage lors d'ateliers avec des enfants.
Mais c'est vrai que c'était plus dans la multiplicité que le repentir, oui, en effet. Pour faire ce livre, j'ai fait vraiment énormément de dessins. Et puis après, c'était plus dans le choix. Et qui a choisi? Oui, c'était Béatrice Vincent et moi, en effet. J'ai fait pas mal de croquis de chemin de fer. Et puis, oui, on les a choisis ensemble, ensuite. Est-ce que tu as déjà eu des réactions d'enfants à la lecture de l'album? Oui, beaucoup. J'ai déjà eu l'occasion de le partager énormément, c'était super. Et j'avais aussi un petit peu peur que ça soit un album qui soit a priori un petit peu plus destiné aux adultes, ou en tout cas à quelque chose un graphisme peut-être un petit peu plus, voilà, de gens attirés par le dessin. Et en fait, j'ai eu énormément de réactions d'enfants qui disaient qu'il était beau, en fait, qu'ils étaient en fait complètement attirés aussi. Les enfants sont très compétents, hein. Oui, bien sûr. On l'oublie souvent. Oui, je pense que j'avais un petit peu des œillères du fait que j'avais cette pression de est-ce qu'il sera pas trop pour adultes, et puis aussi avec cette pression en littérature jeunesse qu'on a par rapport au noir et blanc. C'est toujours, proposer un album en noir et blanc à des éditeurs, c'est un petit peu se mettre des bâtons dans les roues. Et donc je pense que j'avais peur pour ce livre à ce propos aussi, bien que Béatrice, elle dit beaucoup que c'est un livre en fait qui est très coloré, et je trouve qu'elle a raison. Mais c'est vrai que j'avais un petit peu peur que mon projet soit desservi par ce graphisme particulier, parce que c'est vrai que c'est pour des enfants un tout petit peu plus grands, qu'on va dire des bébés qui ont eux des albums en noir et blanc. Et en fait, voilà, il est très bien reçu, donc je suis vraiment ravie. Alors, j'ai le plaisir de te remettre au nom de la Fondation Monique Martin, Gabriel Vincent, ces petits cadeaux. Merci pour beaucoup. le prix, avec donc un tirage très joli numéroté. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc je repars avec ça, c'est ça? Oui. Super. Eh bien, merci beaucoup. Après ces moments d'émotion, nous allons passer au rire. Enfin, on va essayer. Donc, le prix de l'album drôle. Les finalistes en sont Les ours ne pleurent pas d'Emma Chichester Clark, traduit de l'anglais par Anne Léonard chez Albin Michel Jeunesse. Un drame sur le chemin de la bibliothèque. Iggy d'Alex Cousseau et Yannick Coat, ou Fourmi rouge, un livrier afghan au poil particulièrement fou. Papy est un gros menteur de Jean-Baptiste Drouot, 400 coups, l'amitié avec un dragon, rêve ou réalité. Capitaine Knut et son ombre à la noix, de Victor Engbers, traduit du néerlandais par Myriam Bouzid à l'agrume. Un livre impossible à résumer tellement il est déjanté qu'il part dans tous les sens, mais très rigolo. Le grand livre de l'inutile de Bruno Gibert à la partie, 580 grammes, bien utile. Le vilain petit machin de Marie-Sabine Roger et Marjolaine Leray au Seuil Jeunesse, Le vilain petit canard d'Andersen, revue. Alphonse de Julien Barre, je ne sais pas comment on prononce son nom, et Sébastien Mourin chez Gallimard Jeunesse, un long échalas qui est un loser de génie. Tout le monde a un teckel sauf moi, de Charlotte Paulet chez Biscotto, des jeux graphiques autour de ce thème du teckel. Jamais jamais de Marc Solal et Pierre Pratt chez Motus, faire une liste et puis voir ce qui arrive en réalité. Et enfin, Ignace la limace qui voudrait bien qu'on l'embrasse, de Rachel Bright et Nadia Shirin, traduit de l'anglais par Clémentine Beauvais chez Nathan, à 2 jours de la Saint-Valentin. On ne pouvait pas le rater. Le prix de l'album drôle va au Vilain petit machin de Marie-Sabine Roger et Marjolaine Leray, publié au Seuil Jeunesse. Les 2 lauréates habitant loin en France,
elles nous ont délégué leur éditrice, Angèle Cambournac. Mais alors, avant de l'interroger, Marjolaine nous a fait, ah ben voilà, le voilà, parvenir à un dessin tout à fait en rapport avec le sujet et le prix. Maintenant, j'appelle Angèle. Là. Eh ben, merci beaucoup. On est très 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 heureux au Seuil d'avoir ce prix et particulièrement ce prix-là. Parce que c'est vrai que ça fait aussi partie de notre ligne éditoriale, l'humour. L'humour décalé. Tout le monde connaît les albums de Gilles Bachelet, bien sûr, qui sont On attend le suivant, emblématiques. Il arrive. Emblématique du Seuil. Et donc voilà, je crois que c'était aussi particulièrement important pour nous, ce prix-là. J'ai un petit mot à vous lire de la part de son auteur. Ah ben on commence par ça. On commence par ça. Alors, donc Marie-Sabine vous a écrit un petit mot à sa manière. Par un matin d'hiver, seulette, une auteure écrivait. C'est ce que les auteurs font, tout en buvant un thé et croquant des gaufrettes. Lové sous l'édredon, quand soudain, ting, parvint un mail absolument exceptionnel, qui, en 2 mots, disait ceci: votre vilain petit machin vient à l'instant de remporter le fameux prix IBI, décerné en Belgique. Inconcevable joie, ô formule magique, que résonnent ici cymbales et tambours des friches provinciales à l'orée des faubourgs. Ému, la larme à l'œil, le t-shirt plein de miettes, l'auteur se souvint des semaines passées à écrire l'histoire de ce petit machin qui eut tant de déboires. Sniff. Elle pensa aussi à son illustratrice, Marjolaine Leray, infortunée complice, dont l'exigence sans limite en matière d'anatomie sert désormais de référence aux vétérinaires accomplis. Cependant que l'auteur d'une plume légère narrait l'histoire de Machin, en quelques pauvres alexandrins, parés de rimes un peu scolaires, Marjolaine Leray mettait un soin jaloux à ne pas oublier ni Barbule ni Vexille, et fidèlement représentait croupions, duvets, becs et coquilles. Tout ce labeur récompensé, quel bonheur, quelle réussite, même s'il s'avéra sans doute pour le jury du prix IBI fort difficile de choisir entre tant et tant de pépites. L'auteur fut surprise malgré tout de savoir que l'on avait classé parmi les albums drôles une telle tragédie, quand on songe à l'enfer que vécut ce canard, qui n'en était pas un, mais vous lirez l'histoire, si ce n'est déjà fait, ce qui serait un comble. Est-ce à dire qu'en Belgique on manque un peu de cœur pour se moquer ainsi de si triste malheur ? Nul ne saurait le croire, et surtout pas l'auteur, qui vous remercie bien et chaleureusement par la douce voix d'Angèle, notre chère éditrice, qui tremble à chaque album devant nos âneries, mais fait preuve d'indulgence et même de sympathie. Sans elle, vous n'auriez pas pu lire notre album, elle en a le mérite en somme, car pour pouvoir un jour toucher quelques lecteurs, chaque livre se doit d'avoir un éditeur. Moralité: écrivez des bêtises et dessinez de même, il n'y a plus grand bonheur que le labeur qu'on aime. Faites bien travailler vos grands zygomatiques, un jour viendra la récompense ici ou là, et si elle ne vient pas de France, la Belgique s'en chargera. Magnifique. Bravo à elle. Elle a presque tout dit. Elle a presque tout dit. Après ça, que peut-on dire? Que ce qu'elle a écrit, c'est un peu ce qu'on entend dans le livre qui demande vraiment, je pense, à être lu à haute voix. Oui, tout à fait. Donc, est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer donc, c'est le vilain petit canard, mais aujourd'hui. Donc... Absolument. En fait, c'est un peu la deuxième expérience de ce genre, puisque Marie-Sabine m'avait envoyé au départ une chèvre de Monsieur Seguin, réécrite à son goût. Donc vraiment le même principe, très écrit, très oral, un texte assez long finalement. Et voilà, on a adoré cette expérience et on l'a réitéré avec le vilain petit machin. Donc c'est ça, c'est le vilain petit canard au goût d'aujourd'hui, dans le sens où elle... Et c'est quelque chose d'assez casse-gueule, parce qu'en tant qu'éditeur, on reçoit beaucoup de contes détournés. Moi, j'ai une passion pour le conte, donc je suis toujours un peu prudente avec ça, et je trouve que Marie-Sabine le fait de manière admirable, avec énormément d'intelligence, parce qu'il y a un respect du conte, il y a ce bonheur de l'oralité qui est quand même propre au conte, et en même temps, elle égratigne notre société, voilà, par-ci par-là, mais sans jamais être moralisatrice ou didactique. C'est entre les lignes, et ça, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et qui est importante dans nos livres aussi au Seuil Jeunesse, cette partie-là.
forme d'engagement quelque part. Non, son travail sur le texte semble vraiment avoir pris un temps fou Oui, pour écrire tout ça en plus en alexandrin, avec ses rimes parfois de mirliton. oui, ah bah complètement. Mais exprès, quand même. Exprès. Complètement. On sent, et moi c'est ce que j'aime et c'est ce que j'espère que les lecteurs en tout genre vont partager. On sent qu'elle a pris beaucoup de plaisir à écrire son texte. Et c'est vrai qu'elles font un duo merveilleux avec Marjolaine parce que voilà, c'était quand j'ai reçu son premier texte, donc qui était autour de la chèvre de Monsieur Seguin, je me suis vraiment gratté le menton longtemps en me disant voilà, enfin vous disiez tout à l'heure et je vous en remercie parce que je trouve que c'est quelque chose qui est important à rappeler, que les enfants ont une intelligence immense et que c'est souvent les adultes qui mettent des barrières. C'est trop compliqué, c'est trop sombre, c'est trop noir et blanc, c'est trop littéraire, alors que eux ils sont beaucoup plus libres que nous et donc j'avais peur quand même parce que qu'on me dise il y a trop de textes, c'est trop littéraire, c'est trop et on a essayé de chercher une illustratrice ou un illustrateur qui vienne en contrepoint du texte aussi, et Marjolaine fait un travail merveilleux parce qu'elle a ce dessin brouillonnant comme ça qui vient, je trouve, répondre au texte merveilleusement. C'est donc vous qui les avez mises C'est moi qui les ai mariées. Et après ça, maintenant, elles continuent ensemble. Eh ben, je crois qu'elles ont adoré travailler l'une avec l'autre sur ce premier texte, donc La ferme et Champ-Loup. Alors, c'est comme si on développait un peu deux collections du coup en parallèle avec elles deux. Il y a cette collection qui n'en est pas une, mais bon, des contes détournés. Et il y a une autre collection qu'on a commencé avec Le Grand Greux, qui est sorti l'année dernière et qu'on va continuer cette année avec un album qui va s'appeler Et moi, qui va sortir au printemps, et où là elles sont donc plus... Le Grand Greux, c'est sûr, alors c'est sur l'impatience, c'est aussi un peu sur notre société où on est habitué à ce que tout aille très vite, soit comme ça très instantané, et puis ça se passe pas toujours comme ça, et donc ça parle de l'impatience et de la nécessité d'être patient. Et moi va plutôt parler de ces enfants qui ont une petite tendance à l'égocentrisme, à toujours penser qu'ils ont moins que l'autre, un cadeau moins beau, une part de gâteau moins grande. Et donc là, c'est plus le quotidien des enfants, mais de manière totalement détournée et très drôle, comme elles savent très bien le faire toutes les deux. Voilà. Et est-ce qu'elle mijote un nouveau détournement ? Alors, j'ai entendu, mon petit doigt m'a dit qu'il y avait une histoire de 3 petits cochons qui allaient se profiler à l'horizon. Et quand le livre se fait, c'est Marie-Sabine qui envoie son texte à Marjolaine ou bien elles travaillent ensemble ? Alors, c'est Marie-Sabine qui envoie d'abord son texte à l'éditeur, donc voilà, à moi, pour savoir si ça me plaît, si je suis partante. Au Seuil, on a un fonctionnement particulier parce qu'on est une sorte d'hydre de Lerne, on a 3 têtes comme ça, on est 3 responsables éditoriales, donc on se fait passer le texte, et il faut qu'on soit toutes les 3 convaincues avant de publier un texte. Voilà, il faut qu'on ait envie de le défendre avec la même ardeur toutes les 3. Bon, ça va assez vite avec les textes de Marie-Sabine, on est assez vite convaincus toutes les 3. Donc, et ensuite, c'est moi qui appelle Marjolaine pour lui en parler. Mais elles se parlent aussi. Maintenant, elles se connaissent bien. Ça va faire le 5e album qu'elles font ensemble. Donc voilà, elles ont aussi une petite cuisine ensemble. Et alors j'ai une question à l'éditrice, parce que autant l'année passée on croulait sous des albums drôles, autant cette année il nous a paru qu'il y en avait moins. Est-ce que c'est un signe des temps, de l'époque ? Est-ce qu'on est passé à côté de ceux qui étaient drôles, qu'on n'a pas vus Ça c'est une bonne question. Quelle est la place de l'humour dans la création actuelle ? Je pense qu'il y a un peu de tout, c'est-à-dire que j'imagine que l'époque peut-être plombe un peu les esprits des créateurs et créatrices en tout genre, parce que je me mets à leur place et je pense que quand on est dans une période très anxiogène, ça doit pas être simple, voilà. Est-ce qu'il y a moins d'albums d'humour ? Et je me demande aussi parfois, on s'est posé la question parfois si l'époque n'était pas aussi
plus raide avec l'humour, moins apte au second degré, au décalage. Voilà. Nous, c'est beaucoup quelque chose qu'on cultive, des albums comme ça, décalés, et on se rend compte que c'est pas toujours reçu comme on l'aimerait, ou parfois on passe à côté. Est-ce que c'est pas les adultes qui font un peu barrage, parce que je pense l'humour reste la porte d'entrée magistrale vers la littérature pour un enfant? Je pense que si, parce que... Ils ne changent pas, les enfants. Ils aiment toujours autant rire. Et... Je pense que si, mais c'est vraiment quelque chose, on se gratte la tête en tant qu'éditeur. Parfois, j'ai fait des albums comme ça pour les petits, avec Anouk Ricard, ou avec un trou dans le livre. On devait mettre son doigt et faire... et nous, on pleurait de rire au bureau. Enfin, vraiment, on se faisait les histoires. Et ça a été un flop en librairie. Mais je pense que... il faudrait faire une enquête, savoir si les commerciaux qui l'ont vendu ont joué le jeu. Et ont mis leurs doigts dans le trou et fait des blagues et vraiment joué les livres et fait rire. Je suis pas sûre que les adultes aient osé faire ça, et je suis assez d'accord avec vous. Je pense que ça revient à ce que je disais tout à l'heure et ce que vous disiez aussi. Je pense que l'adulte, si les enfants étaient en direct avec les livres beaucoup plus, sans doute ils auraient plus d'albums drôles dans les mains. Oui. Parce que c'est quand même souvent par ça qu'on commence, et puis après on lit autre chose, et puis on continue. Enfin, tout le monde aime rire. Même quand on est enfant. Absolument. Surtout quand on est enfant. Et puis ils ont un humour qui est sans doute encore plus ouvert que le nôtre. C'est-à-dire qu'il y a ce sens de l'absurde, ce sens de... Enfin, moi, je dis toujours... j'ai l'impression que dans les enfants, il y a 4 ou 5 personnes, parfois dans la même tête. Ils se font des dialogues, ils s'inventent des trucs. Enfin, c'est assez fascinant de regarder un enfant jouer, quoi. Et nous, parfois, on les étouffe un peu, les 4 ou 5 personnes qui sont à l'intérieur de nous. Souvent par désir de bien faire. Mais, absolument. Mais bon, parfois, il faut laisser les auteurs, illustrateurs, illustratrices, laisser... J'ai l'impression que parfois leur créativité est bridée. Oui, je pense que... des injonctions qui viennent de... Je sais pas. Oui, non, mais c'est sûr que je pense que les adultes gagneraient à renouer un peu avec cette part. Et c'est pour ça qu'on a fait l'année passée, donc quand on a créé les prix, on a tout de suite dit on fait un prix de l'album drôle. Parce que l'époque est difficile, il y a les guerres, les tristesses, les maladies, les trucs, et qu'on a besoin de rire, et que les enfants ont besoin de rire aussi. Et on est très contente d'avoir eu cette idée et de la poursuivre. On va continuer à alimenter ce prix d'année en année. D'année en année. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une question ici? Non, pas de question. Là-bas? Juste des félicitations. Bon, merci. Bien, merci beaucoup. Merci. Je vous remets ici, de la part de la Fondation Monique Martin et Gabriel Vincent, les cadeaux pour le prix. Super. Ça me donne l'occasion de remercier encore une fois la Fondation qui nous soutient, qui gâte nos lauréats. Merci. Merci au Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles pour l'accueil, l'appui technique, le café, les chaises et tout. Un petit mot quand même. Et je laisse la conclusion à la présidente Marie-Boise. Ouais, à part m'excuser parce que je suis arrivée en retard, je voudrais quand même dire que tout le travail a été fait par Lucie. Et que je pense que nous avons attribué ces prix à partir de sélections qui avaient été faites par un groupe de libraires et de bibliothécaires. Et puis, on s'est bien amusé parce que franchement, je rends hommage aux éditeurs qui ont de l'audace, qui ont quand même publié des choses qui au départ ne sont pas follement commerciales. Nous, on adore ça, puisqu'on est là-dedans depuis toujours, mais bravo, et je dis que c'est vraiment formidable. Et je pense que vous approuverez nos choix, et je remercie le centre ici qui nous accueille une fois de plus, et Émilie Pasque, la Fondation Monique Martin, Gabriel Vincent. Au départ, comme anecdote, la section hippie, je l'ai fondée parce que j'espérais qu'on attribuerait le prix Andersen
à Monique Martin, donc Gabriel Vincent, que je connaissais bien, mais dont le travail pour la Belgique était quand même, on était drôlement fiers. Ben, malheureusement, elle est morte avant qu'on ait pu la présenter, mais IBI existe, et voilà, et on a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui et de partager notre plaisir, parce que finalement, c'est ça l'idée de tous ces livres qui sont un bonheur. Bon, il faut vous dire que chez Lucie, on ne rentre plus parce qu'il y a des livres partout et qu'il y a quand même pas mal de médiocrité, et ça c'est un peu désolant, et que nous avons écrémé avec bonheur. Donc on ne peut que vous remercier d'être là et se féliciter de ce qu'on a trouvé, parce que finalement c'est pur plaisir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous, on était très heureux. Voilà. Et alors on a encore une petite chose, on peut distribuer des cartes postales souvenirs. Qu'est-ce qu'il y a ? Qui sont là, à côté de toi. Oui. Voilà. Hop. Ici. On a fait faire des cartes, et on a aussi fait faire des étiquettes pour mettre sur les prix, pour les bibliothèques et pour les libraires, parce que finalement ça attire l'attention. Et des cartes avec les prix. Voilà. C'est encore Lucie qui s'est tapé ce travail, et je pense qu'on peut l'applaudir. Merci, merci. Merci à tout le monde et à l'année prochaine.